bonsoir. Cocaïne, héroïne, cannabis, crack, ecstasy, amphétamine, la consommation de drogue chez les jeunes augmente de façon préoccupante. Aujourd'hui, plus d'un jeune sur deux a déjà testé au moins une drogue et parfois plusieurs. En 2010, les adolescents de 17 ans ont été 3 fois plus nombreux à consommer de la cocaïne qu'il y a 5 ans. Nos équipes ont enquêté à Paris et en province. Nous avons suivi des jeunes au cours de leur soirée où, vous allez le voir, drogue et alcool sont consommés en très grande quantité et dans une inconscience totale des dangers encourus. À Brest, nous avons réalisé une plongée dans les squats et recueilli les témoignages de jeunes consommateurs à la dérive, en rupture totale avec la société. Et puis, dernière mode en date chez les jeunes, le e-dosing, une drogue auditive qui fait fureur chez les adolescents. En fait, ils téléchargent des ondes et surtout beaucoup de bruit sur Internet. Une fois en plein shoot d'e-dosing, les jeunes s'exhibent alors sans tabou sur la toile. Vous le verrez, les images sont impressionnantes. Alors, que recherchent ces jeunes qui se droguent? Quels sont les dangers de cette consommation? Voici Sexe, Alcool, Drogue, enquête sur une jeunesse sans limite, un reportage de Romain Nicolas. La coque, n'importe où. T'en trouves? Ouais, d'accord. C'est les gens bien, c'est pas des délinquants, c'est exactement comme s'ils prenaient l'apéro. Cocaïne, héroïne, cannabis, ecstasy, MDMA, ces noms de drogue, les jeunes les entendent presque tous les jours. Depuis le début des années 2000, le nombre de consommateurs de cocaïne de 17 ans a été au moins multiplié par 4. Aujourd'hui, la défonce est partout et elle fait des ravages. Ça fait longtemps que je me shoot et là ça fait 1 an que j'ai pratiquement arrêté, j'ai plus de veine. Je courais partout pour trouver des sous, pour trouver de la drogue. C'est un moment où t'aimes ton dealer plus que ta mère. Dans ta tête, t'as l'impression qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus rien. Mais c'est faux, quoi. Après, ils prennent un ticket aller et puis ils prennent pas le ticket retour, quoi. Tu vois, on y va à fond, quoi. Pendant 4 mois, nous sommes partis à la rencontre de jeunes drogués. Des soirées festives où la drogue est considérée comme un loisir, jusqu'au squat où elle détruit des vies, en passant par les centres où on essaye de s'en sortir. C'est un combat qui va falloir me mener à vie. Tu vois, je pense qu'il y aura toujours ça. Tous mes potes qui sont morts, enfin mes meilleurs amis d'enfance qui sont morts à cause de cette merde, tu sais. Non seulement pour moi, je me dois de sortir cette merde, mais pour eux aussi, je leur dois. Ouais, maintenant j'ai juste une envie, c'est de m'en sortir, quoi. Qui sont ces jeunes qui se détruisent le cerveau tous les soirs? Quelles sont les nouvelles drogues à la mode chez les ados? Comment les aider à sortir de la dépendance? Portrait d'une jeunesse stupéfiante. C'est un samedi comme les autres. Début de soirée à Neuilly, banlieue chic de l'ouest parisien. Dans les rues, les sorties s'organisent. Ici, tout le monde a un plan pour sa soirée. Vers 22h, nous retrouvons William. Et ce soir, William a un plan très précis en tête. Ok, bah moi j'y vais. William a 25 ans, c'est un habitué des nuits parisiennes. Avant de s'attaquer aux boîtes de la capitale, il retrouve quelques amis dans un appartement pour une before, une pré-soirée. Au programme, de la musique, pas mal d'alcool, un peu de cannabis et surtout d'autres produits. Bon, bah il manque plus que la substance et... Ouais, en même temps, ouais. La substance, c'est la cocaïne. Depuis quelques années, la coke, la C, s'impose de plus en plus dans les soirées branchées. Ce soir, la fille du groupe, Sarah, 20 ans, gère les commandes. Ici, on parle en grammes. Ok. Lui aussi? Tu veux prendre combien, toi? Un seulement. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. C'est entre guillemets pour tout le monde, hein, c'est pas pour moi. Ouais, y a pas de soucis. Ah non. Quelques minutes plus tard, la coke arrive. 1 gramme pour démarrer. Non mais attends, franchement, non, j'avoue, ça va, hein. Elle est bien, hein. Là, tu le sens tout de suite? Ça picote un peu. Après, t'as l'œil qui pleure, là, comme maintenant, là, comme tout de suite. Après, t'as une petite coulée amère dans la gorge, qui est plutôt assez désagréable, même. Et après, voilà, après, t'es défoncé, quoi. Bah, le moment agréable, c'est quand t'as eu la coulée et que t'es bien, tu vois. Genre, t'écoutes du son, t'es bien. C'est tout. Mais c'est un peu éphémère, quoi. Enfin, ça dure 10 minutes et puis... Non, un peu plus, là. Après, ça dépend assez, quoi. Enfin, ça peut durer 30 minutes, t'es saucé et après, voilà, quoi. C'est pour toi? Mais j'ai déjà tapé. Ouais. C'est vide. Ils vont sniffer toute la soirée. Le risque, c'est l'accoutumance et parfois l'overdose. Alors certains se fixent leurs propres limites.
Je vais jamais pousser plus que ce que je peux, quoi. Genre à partir du moment où je sais que je suis bien, voilà, j'ai pas besoin de plus, quoi. Je suis pas dans l'excès, moi, du tout. À la limite, c'est que quand je sens que je peux être bien et que je peux m'amuser comme ça, voilà, je suis bien, quoi. Genre j'ai pas besoin de plus, tu vois. Ces jeunes recherchent la défonce parfaite, sans se soucier des conséquences. Ce soir, Martin tente un mélange explosif, du tabac avec de la cocaïne, très dangereux. C'est pas trop différent, mais moi ça se fait aussi. Après, ça donne du crack forcément parce que tu la brûles. C'est encore plus nocif, ça reste plus dans tes poumons et ça y reste comme de l'herbe coupée à verre pilé ou des trucs comme ça. Bon, ouais, je préfère la taper, etc. Mais c'est un club comme ça, tu vois, c'est un petit peu, c'est bon, c'est nocif, mais bon, ouais, j'en fais une ou deux dans la soirée, puis basta, pas. Fumée, sniffée ou injectée, aujourd'hui la cocaïne est partout. On estime à au moins 230 000 les consommateurs problématiques. Ces chiffres sont en augmentation constante depuis 10 ans pour une raison très simple. La coke est de moins en moins chère. Dans les années 90, 1 gramme de cocaïne était à 100 €. 100 €, genre là c'était à 600 et quelques francs, tu vois. Et maintenant 50 €. Moitié prix. En fait, c'est banalisé. La coke, n'importe où. T'en trouves. Voilà quoi. C'est comme du shit, comme n'importe quoi, t'en trouves. N'importe où. Comme acheter des garrots, c'est facile. À Neuilly, comme dans d'autres quartiers chics de la région parisienne, la cocaïne fait partie du quotidien de beaucoup de jeunes. Le jour même de notre tournage, cette info est à la une. Saisie record de cocaïne à Neuilly-sur-Seine. La police a mis la main sur plus de 100 kilos de drogue dans l'appartement d'un particulier. C'est très rare. 4 personnes ont été placées en garde à vue et 2 autres ont pris la fuite. Hier soir, les policiers sont tombés sur une déferlante de poudre blanche. Ils ont saisi dans cet immeuble cossu de la ville des Hauts-de-Seine 111 kilos de cocaïne. Derrière cette prise exceptionnelle se cacherait un réseau sur lequel les policiers travaillent depuis plusieurs semaines. Il faut évidemment un réseau important pour arriver à amener une telle quantité en France et pour avoir la capacité de l'écouler derrière. Je rappelle qu'on est dans un écoulement qui représente sur le marché du gros 4 millions d'euros et au marché au détail autour de 7 millions d'euros. Et pour écouler leur stock à Neuilly, les dealers n'ont pas trop de problèmes. Ce soir, Sarah a acheté 25 grammes pour son groupe d'amis. Il y en a pour plus de 1 000 €. Évidemment, pas question de sniffer son stock en quelques heures, mais toute cette poudre ne fera pas long feu. En attendant cette coke, il la cache. Allez meuf, elle le met là, avec ça, et le mec il le met dans les couilles. C'est le moins cramé, tu vois, tu te fais péter par les flics ou quoi, au moins. Et en fait, elle est keuf et tout, tu vois, c'est ça de métier, tu vois, et les mecs, tu racontes. ils allaient à 5 ans et voilà quoi, ils en ont marre, tu vois. Ouais. Voilà ce que ça donne la cocaïne, un mec complètement foncé qui arrive pas à aligner 3 mots, voilà. Je confirme, l'effet de la coke c'est bon, c'est ça. Elle est vraiment bonne. Ici, l'image de la cocaïne est très loin de celle d'autres drogues comme l'héroïne ou le LSD. Elle est jugée plus festive, conviviale. Ce soir, on aura donc du mal à évoquer la toxicomanie. Tous ces jeunes ont un travail ou étudient. Ils ne considèrent même plus la cocaïne comme une drogue. Pas de LSD, pas de crack et tout, ça c'est... Je suis là pour m'amuser, pas me mettre dans le mal. Je sais très bien que tout ça, ça va pas avancer. C'est de la merde tout ça, c'est bien de s'amuser, mais il faut rester droit dans le chemin, tu vois ce que je veux dire. Ce discours, c'est celui de tous les usagers de drogue. J'arrête quand je veux. Sauf que parfois on veut, mais on ne peut plus arrêter. Et on bascule dans l'addiction. C'est précisément ce qui est arrivé à Maxime, un jeune Brestois de 19 ans. J'avais des coins comme ça dans Brest où je venais me poser tout seul, réfléchir et tout, avec de la super vue. Puis voilà, je me posais là, je fumais mon buzz. Bon, bah, aujourd'hui, hein, c'est une clope, hein, heureusement. Revenir, mais en étant pas défoncé, ouais, ça fait du bien, ouais, parce que j'apprécie autant la vue, quoi. Maxime est toxicomane. Pendant 4 ans, il est resté prisonnier du cannabis. Et il a failli en mourir. Aujourd'hui, de ces années de défonce, il ne reste plus grand-chose. De vagues souvenirs et quelques photos. Alors là, bah, j'étais dans un état, je veux dire, assez second. Ah putain, ça fait un bail que j'avais pas eu ça. On devait regarder le DVD de Bob Marley, The Legend. Depuis 2 mois,
Maxime est soigné dans un hôpital de nuit. Il peut sortir, mais seulement la journée et sous certaines conditions. 3 fois par jour, il doit prendre une batterie de médicaments. Des contraintes lourdes, mais sans ces cachets, il aurait déjà craqué. Donc c'est 4 médocs matin, midi, soir, quoi, pour pas avoir de manque. C'est un médicament qui enlève les addictions, quoi. Et ça marche. Au départ, c'est un tranquillisant musculaire pour paraplégiques et ceux qui ont la sclérose en plaques. Et ils le prennent pour détendre les muscles. Et on s'est aperçu qu'à forte dose, ce médicament, ça enlevait les addictions. Et une fois que je les ai pris, après, je tremble. Ouais, je tremble beaucoup. Ouais. Je ressens plus le froid, par exemple, dehors. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Et là, par exemple, comment tu te sens? Bien. Enfin, dans ma tête, franchement, j'ai pris mes médocs, c'est bon. Ça ira pour la journée, quoi. Ouais. Comme beaucoup de jeunes, Maxime a découvert le cannabis à l'adolescence, vers 14 ans. D'abord méfiant, il est rapidement tombé dans l'engrenage. La dépendance, on la voit pas venir, quoi. Moi, pendant quoi, 3-4 ans, moi, c'était dès qu'on me demandait, Maxime, t'es dépendant, mais arrêtez, j'arrête quand je veux, j'arrête quand je veux. J'arrête rien du tout. T'étais trop bien dans ce... dans ce monde. Cette petite vie, ouais, dans mon monde, là j'étais mais complètement dans mon monde. Ses parents et ses frères et sœurs ignorent tout. Et Maxime passe rapidement des premiers joints au bang, la pipe à eau. Fumer du cannabis au bang, c'est se caler une douille. Une défonce compulsive, rapide, violente. Ouais, je sais pas si vous saviez à quel point j'étais, quoi, parce que aussi vous saviez que j'étais, je vous l'ai dit après, 20 douilles, 20 joints par jour. Alors qu'est-ce que c'est qu'une douille? Quelqu'un qui ne connaît pas une douille Ça, non, vous le savez. Maintenant on le sait, mais ça équivaut à combien de joints une douille? C'est même au niveau de son corps, au niveau de ses poumons, au niveau de... C'est impressionnant quand même. Une douille, c'est donc l'équivalent de 7 joints. 20 douilles, c'est comme si Maxime avait fumé 140 pétards par jour. Pendant 4 ans, il a consacré sa vie à la drogue et à ce bang. On s'imagine pas le carnage que ça peut faire, ça. En 4 ans, la vie de famille a été brisée par le cannabis. Pour assurer sa consommation, il était obligé de vendre du cannabis dès 16 ans. Il cachait son stock partout, sous le nez de ses parents. J'avais ma cachette, c'était là, au fond. Je mettais un sac devant, quoi. J'avais des cachettes partout, pour pas être à court, quoi. Et quand j'avais des gros trucs, j'essayais de cacher ça, soit dans le jardin, soit dans l'abri de jardin. Au cas où il y a une perquisition. Mais bon, ils vont partout, dans tous les cas. Dans l'abri de jardin, tu mettais ça? Ouais, certaines fois. Tu mets ça? Ouais, bah ouais, c'est dehors. En plus, c'est le truc à papa. Ah, c'est pourquoi? Oui, j'ai tout mon truc. Le père de Maxime est au courant de son addiction, mais il découvre encore tous les jours de nouveaux détails. Pour mieux comprendre son fils et l'aider, il veut tout savoir. J'ai essayé de foutre ça dans le fond, là, bien caché, derrière les... Enfin, j'ai essayé de trouver les plans les mieux, quoi. Quand j'ai tendance à ranger... Ouais, comme ouais, donc c'est pour ça. Mais ça, je ouais. l'ai fait que quelques fois quand j'avais vraiment pas mal de plaquettes. Ouais. Ah, vous découvrez encore des choses? Là, je découvre qui cachait des petits sacs dans l'abri de jardin. C'est vrai. Et ouais. Dans la voiture, non? Si, parfois je laissais dans ma voiture aussi tous. Ouais, je laissais aussi dans ma voiture. Et là, t'es sûr qu'il n'y a plus rien de planqué il n'y a pas de traîne? Franchement, je sais pas. Cette descente aux enfers, la mère de Maxime l'a senti venir, mais elle n'a rien pu faire. C'était quel genre d'adolescent avant Adorable. Ouais. De toute façon, il a toujours été adorable. Ouais, parce que même quand j'étais dans la défonce, j'étais pas difficile. Enfin, un peu plus qu'avant, mais... C'est, on va dire, le garçon que j'ai rêvé depuis que je suis en âge de vouloir des enfants. Voilà, toute notre vie a tourné autour de lui. Là, depuis 2 ans, il n'y a que ça, quoi. Il se passe pas un jour sans qu'on prononce le mot cannabis, sans qu'on... C'est épuisant, épuisant. Je me dis, pourquoi on n'a pas réagi plus tôt? Pourquoi on n'a pas vu plus tôt? J'en veux qu'à moi. C'est pas de sa faute, quoi.
non, c'est pas de sa faute. Et moi, quand j'entends ça, ça me fait mal, quoi. Moi, j'en veux qu'à moi. C'est pas à elle qu'elle doit s'en vouloir, au contraire. Ils ont tout fait comme il le fallait. Enfin, j'ai eu une éducation super. J'ai toujours été épanoui et c'est moi qui ai merdé, c'est pas eux, quoi. Difficile de savoir qui est responsable. Mais pour la mère de Maxime, en parler ouvertement, peut-être pour la première fois, permet au moins de panser quelques plaies. Aujourd'hui, le jeune homme commence à aller mieux. Il a rencontré Kamel Geloul, un ancien toxico qui l'a aidé à sortir du cannabis. Depuis quelques semaines, ils travaillent d'ailleurs ensemble. Mais ça, c'est une autre histoire. Retour à Paris, un vendredi soir de novembre. Pour déterminer l'ancrage du cannabis en France, nous retrouvons l'équipe de nuit de la BAC du 5e. Ce soir, première pédestre sur le quartier latin. Notre but, c'est prendre contact avec les commerçants. On lutte contre le racolage des bars. Et puis, comme c'est hyper touristique, on est vendredi soir, donc on risque d'avoir pas mal de monde à pied dans le quartier. Dans ce quartier étudiant, touristique et très agité les week-ends, la drogue n'est pas la cible principale de la BAC, mais le lieutenant reste mobilisé. Quelques minutes à peine après le début de la patrouille, un membre de l'équipe détecte une fumée suspecte sur les quais. Il me semble que quand on est arrivé, le grain là, il a jeté des trucs. Il a jeté des trucs dans la Seine, mais je sais pas ce que c'était. Bonsoir monsieur, c'est la police. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Si? Vous êtes vraiment bien déguisés maintenant. Regardez. Vous faites des efforts les gars. Vous vous levez s'il vous plaît? Posez-moi les verres. Les deux fumeurs ont réussi à se débarrasser de leur cannabis avant l'arrivée de la BAC. Pourtant, pendant le contrôle, ils reconnaissent être des consommateurs réguliers. Vous fumez du shit? Ouais. Malheureusement, on s'est fait avoir 15 ans et 10 ans plus tard, on est toujours là. Quoi. Ouais, putain. Pourtant, on s'est fait prendre la morale à l'époque, mais ça n'a pas marché. Pourtant, les grands nous ont mis des gifles. Ouais. Comme ils disent souvent, ils font rien de mal, quoi. Du coup, ils fument son pote dans la rue. C'est des gens bien, c'est des gens qui vont bosser plus tard. C'est pas des délinquants. C'est exactement comme s'ils prenaient l'apéro, quoi. Ces chiteux, comme les appelle la police, ne sont pas des exceptions. Dans les rues de la capitale, le cannabis est partout. 40% des ados de 17 ans ont déjà goûté à un joint et près d'un jeune sur 10 est un fumeur régulier. Ici, les consommateurs ne se cachent même plus. Alors que les hommes de la BAC interviennent pour calmer une bagarre à la sortie d'un bar, ils interpellent un autre jeune. Tu peux me dire, monsieur, il est en train de fumer son joint. C'est mélangé, je crois déjà. C'est quoi? C'est que de la bœuf? Il a une pièce d'identité, le monsieur? J'ai pas de carte. Vous avez quel âge, monsieur? Il y a 24. 24? Vous travaillez? Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis ingénieur informatique. Faut fumer, monsieur, c'est interdit? Je sais. Vous savez, rassurez-moi. Le jeune homme fumait son joint dans la rue, seul, sans se poser de questions. Cette pratique est devenue banale, mais elle est illégale. Le jeune fumeur n'en prend conscience qu'au moment où la police le ramène au poste. Il s'effondre. Eh? Eh, comment c'est ton prénom? Comment? Tu te lèves. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Ouais, voilà, t'arrives. Hein. T'as de la force sur les cuisses. Ben voilà, très bien. On va aller dans la voiture. Allez. Ça va aller. Après quelques minutes d'un vrai malaise, les hommes de la BAC finissent par l'accompagner au poste. Brice s'est remis de ses émotions, il accepte de se confier. Tu fais depuis longtemps? Je suis occasionnellement, je suis pas beaucoup quoi. Et depuis, je sais pas, mon premier dos, je l'ai pris il y a 14 ou 15 ans. Puis ça varie quoi, il y a des moments où j'en fume plus que d'autres. Tu te dis pas, c'est quelque chose qui est mal en soi. Ça surprend. Si notre balance veut bien marcher, on va poser le pot total. Donc elle vient d'où cette herbe? Ce soir, le jeune homme simple consommateur s'en sort avec un rappel à la loi, une très mauvaise fin de soirée. Mais fumer un joint dans la rue est un délit, passible d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. En 2009, plus de 120 000 personnes ont été interpellées pour usage de cannabis. C'est 5 fois plus qu'il y a 15 ans.
Alors pour contourner la loi, certains usagers ont trouvé un moyen. Ils consomment des drogues dites légales. Depuis quelques années, une star est née sur Internet, une plante hallucinogène dérivée de la sauge, très puissante, dont nous préférons taire le nom. Toutes ces vidéos viennent du net. Elles ont été visionnées des dizaines de milliers de fois. Des jeunes de France et du monde entier s'échangent des images de leur trip sous cette sauge hallucinogène. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Un truc bizarre. Where are you? We're here in the same place in the car. No, where you are? En décembre dernier, la popularité de cette substance a encore été boostée par cette jeune fille, Miley Cyrus, chanteuse et actrice et surtout idole des ados. Sur une vidéo diffusée sur le web, elle fume un énorme bang pour ses 18 ans. Cette plante est en fait illégale dans plusieurs pays comme l'Australie ou la Suisse, mais sa revente n'est pas encore interdite en France, tant qu'on n'en vende pas les effets hallucinogènes. Du coup, sur Internet, les sites spécialisés la vendent, comme de l'encens. En quelques clics, pour 30 €, nous arrivons à commander cette plante, le plus légalement du monde. 4 jours plus tard, nous recevons une lettre. À l'intérieur, 2 fioles en plastique, la fameuse herbe expédiée de France. Elle a tout d'une drogue sauf le statut légal. La matière première en poche, nous repartons dans les rues de Paris en caméra cachée. Cette minuscule boutique a pignon sur rue et elle a la réputation de vendre tous les accessoires nécessaires pour fumer de la drogue. Il suffit de demander et là aussi tout est légal. Vous cherchez quelque chose en particulier? Un truc pour la ch... Vous pouvez faire ça avec une pipe, notamment celle-ci. Celle-là, elle est bien parce qu'elle est courte, donc du coup, tu vas chauffer, tac, ça va bien direct. Il y a une grille, donc ça t'évite de bouffer de la cuisinier. Pour 19 €, une pipe, des conseils pour la fumer, et nous aurons aussi droit au point de vue de la vendeuse. Vous n'êtes pas des ados, donc c'est autre chose, mais c'est vrai que j'ai souvent eu des ados et ça me fait flipper de voir des ados essayer ça. Ça fait 1 an et demi que c'est genre... puis surtout que c'est légal, donc on peut en commander sur Internet sans problème, donc c'est pour ça que c'est... Mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un truc naze, quoi. J'ai un pote qui a développé une paranoïa quand même suite à avoir pris de la... Ce que personne ne précise, c'est que les hallucinations provoquées par cette substance peuvent elles aussi se révéler très dangereuses. On ne joue pas avec les hallucinations de manière anodine. C'est pas sans conséquence. Se créer artificiellement soi-même des propres hallucinations, c'est toujours prendre le risque que ces hallucinations se reproduisent un jour alors qu'on n'a rien pris. Et parfois les conséquences sont tragiques. En octobre dernier en Belgique, cette plante hallucinogène a agité la sphère judiciaire. Un procès très attendu s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles, celui de Léopold Storm. Il est suspecté d'avoir tué à coups de couteau ses parents et sa sœur. Il a toujours clamé son innocence, mais il l'a fait avec beaucoup de contradictions. Juin 2007, Léopold Storm, 19 ans au moment des faits, est arrêté, soupçonné d'avoir tué sa famille d'une centaine de coups de couteau, sans raison apparente. 3 ans plus tard, il se retrouve dans le box des accusés aux assises. Les experts psychiatres sont formels, il est schizophrène et surtout il consommerait régulièrement de la drogue. Et puis il y a aussi cette hypothèse des experts nommés eux par la famille de Léopold Storm, celle d'une prise de une drogue très puissante qui provoque délire et hallucination, mais une prise qui aurait mal tourné, un bad trip, le plus mauvais des trips possibles, selon les termes du psychiatre, durant lequel Léopold Storm serait passé à l'acte. Mais voilà, le jeune homme a toujours nié avoir pris de la ce jour-là, au juré à s'y retrouver parmi tous ces psychiatres. Après 9 heures de délibération, les jurés s'y sont retrouvés. Drogué ou pas, Léopold Storm partira 26 ans en prison. Cette herbe a beau être légale, ce qu'on peut faire sous son emprise ne l'est pas toujours. Dans notre monde ultra connecté, le business de la défonce va parfois encore plus loin. Retour sur Internet où nous découvrons des sons étranges. Certains appellent ça de la drogue auditive.
Ces sons sont associés à un programme distribué sur Internet. Encore une fois, nous tairons son nom. Mais il permet d'écouter des doses sonores qui modifient le fonctionnement du cerveau. Sur le site internet du développeur, on prétend pouvoir reproduire les effets de toutes les drogues. Héroïne, cocaïne, kétamine, LSD. Pour comprendre le fonctionnement de ces doses, nous avons contacté un expert. Pierre a 19 ans, il vit avec ses parents et son frère dans la région de Montpellier et se décrit comme un geek, un fan d'électronique et d'informatique. Il fait partie des centaines de milliers de jeunes qui utilisent ces sons étranges. Le phénomène est né aux États-Unis, lancé sur Internet, et aujourd'hui tout le monde en parle. Les termes drogue numérique, etc., pour moi c'est plus marketing, ça marche. On dit drogue numérique, ça y est, les gens, soit ils s'inquiètent, soit ils s'intéressent, mais en tout cas ils en parlent. Et à partir du moment où ils en parlent, ça fait le business du truc. Mais pourquoi se priver de quelque chose qui peut donner des effets agréables, si ça n'a aucun effet négatif? Pourquoi ne pas le faire? Plus d'1 million de personnes a déjà téléchargé le logiciel gratuit, mais chaque dose est vendue entre 2,50 $ et 200 $ l'unité. 200 $ pour un son, forcément, le business est florissant. Confrontés au phénomène, les parents de Pierre ne sont pas vraiment enthousiasmés. Ça fait un peu extraterrestre, je trouve. Ouais, ça fait un peu... Ça reste un bourdonnement, ça me donne pas particulièrement envie d'essayer, mais enfin, voilà. Ça me fait un peu flipper, ça sent la forêt elle sent un petit peu plus gay peut-être, parce que là... Ils sont tous comme ça de toute façon. Ah bon? Les parents de Pierre ont beau ne pas comprendre, ils acceptent la passion de leur fils. Pour eux, c'est un moindre mal. Il n'y a pas de problème? Moi, personnellement, je préfère quand mon enfant écoute un son, quitte à l'appeler dose, plutôt que prendre une dose réelle. Mais bon, moi par contre, je vois pas beaucoup l'intérêt d'aller rechercher ces trucs-là, quoi. Bon, il le fait, c'est peut-être la génération d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on en parlait moins. Mais je vois pas l'intérêt d'aller chercher une sensation, je sais pas, d'être shooté ou autre chose. Aujourd'hui, Pierre veut tester pour la première fois la plus puissante de toutes les doses, vendue 199 $ sur le site. Là, je mets les écouteurs, indispensables, parce que les sons ne marchent que avec des écouteurs. La plupart des utilisateurs ne tient pas jusqu'au bout. Son nom, la porte de l'enfer. Celle-là, c'est une des plus puissantes, c'est reconnu comme une des plus puissantes, c'est Peur Panique, quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Qu'est-ce qui va t'arriver alors? Théoriquement, je vais avoir très peur. Les premiers effets sont donc caractéristiques de la peur. Respiration accélérée, mouvement incontrôlé. Au bout de 20 minutes, le son devient plus puissant. Pierre semble souffrir, mais il continue. Alors? Amusant. Ouais, j'avais l'impression de ne plus être dans mon corps. J'avais l'impression un peu d'être mort. Et je pense que c'est vraiment un bon truc. À l'origine de ces doses, il y a les battements binauraux, des sons aux fréquences très particulières qui modifient l'humeur et la concentration. La seule spécialiste française de ces sons binauraux s'en sert pour soigner des enfants hyperactifs. Ce ne sont pas des drogues dans la mesure où il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas... Maintenant, le fait que des jeunes aient envie d'écouter ça et de s'amuser et de voir un petit peu des effets, des états modifiés de conscience et tout, pourquoi pas? Nous montrons au docteur Forgeot les images de la réaction de Pierre à sa dose. Elle reste sceptique. Je pense qu'ils vont vers des fréquences que le cerveau n'a pas l'habitude de traiter. Donc je pense que c'est une mauvaise utilisation, de la même façon que pour n'importe quoi, quelque chose qui a été créé pour soigner, vous l'utilisez à titre récréatif ou comme drogue ou autre, vous en prenez trop, vous prenez pas la dose, etc. Donc pour moi, c'est une mauvaise utilisation déjà à la base. Qu'un jeune fragile puisse avoir un arrêt cardiaque ou autre, malheureusement, c'est pas à exclure. Les doses numériques alternatives à la défonce ou passerelles vers des drogues réelles. En tout cas, les développeurs jouent sur l'ambiguïté et sur l'image de la drogue. Sur le site, on trouve ces liens en bas de page. Ils mènent à un autre site qui vend lui du vrai cannabis, légal dans certains États américains, mais pas en France. Depuis le début des années 2000, l'âge d'expérimentation n'a pas évolué. Les jeunes ont en moyenne leur premier rapport avec la drogue autour de 16 ans. Mais les habitudes de consommation, elles, ont changé. Aujourd'hui, les adolescents veulent tout tester. Crack, champignons hallucinogènes, MDMA, GHB, tout est bon pour se défoncer.
Ce qui compte, c'est surtout, c'est pas tellement la drogue qui est prise, c'est pourquoi on prend une drogue. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut faire le clivage. Plutôt que de séparer drogue douce, drogue dure, c'est pourquoi vous prenez un produit. Est-ce que vous le prenez pour fuir ou est-ce que vous le prenez pour une autre raison? Si on le prend pour fuir, on est un candidat à la toxicomanie. On est tous unis, on a chacun un problème, et ce ne sont jamais les mêmes. Abadi, c'est le centre Jean Abadi à Bordeaux. Ici, on ne soigne pas directement des toxicomanes. On traite le mal-être, les angoisses de jeunes suicidaires, mais tous les adolescents du centre ont été confrontés à la drogue. C'est le cas de Julie, 17 ans. Dans ma tête, je me disais, il faut que j'en finisse. Il faut que j'en finisse, il faut que j'en finisse. Après, c'est vrai que je me suis dit, je dois faire quoi? Est-ce que je dois tout quitter, voilà, prendre mes sous, partir à l'autre bout du monde, tout recommencer, ou alors tuer tous les gens qui sont néfastes en moi, ou enfin je sais pas. Et en fait je me suis dit non, il n'y a qu'une solution qui serait fatale et qui serait bien, le suicide quoi. J'ai pété un plomb et en fait j'ai un pote qui fait du deal, donc je me suis procuré justement de la bœuf et du shit. Donc je me suis roulé un joint justement avec les deux. Julie n'a pas voulu se suicider en fumant du cannabis. Mais elle dit l'avoir fumé pour avoir la force de se donner la mort. Un joint, ou même quand on prend d'autres substances, j'en ai entendu des échos, enfin j'en avais entendu des échos justement, voilà, ça rend super fort, on se sent bien, on est joyeux, on a l'impression vraiment d'être sur son petit nuage et tout, et je me suis dit ça va me rendre plus forte et ça me permettra d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. Le centre Abadi accueille en permanence une quinzaine d'adolescents suicidaires ou suicidants, c'est-à-dire des jeunes qui sont déjà passés à l'acte. Tous les jeunes qui sont ici le sont de plein gré. C'est très important pour nous de travailler avec des jeunes gens qui sont volontaires pour être là. Le docteur Pomereau a ouvert cette structure en 1992. On est très loin d'un hôpital classique. Les ados ont accès à une cuisine ouverte en permanence, un grand mur d'expression libre, la télé, une bibliothèque très sélective. Rien n'est laissé au hasard, pas même le punching bag. Il faut un vrai truc de boxeur qui fait très mal aux mains. Si on tape là-dedans sans gants, on peut se faire très mal. Ça fait partie du programme. Le programme, ce sont aussi des entretiens réguliers avec les patients. Quel est le plan? Pour le docteur Pomereau, les abus d'alcool ou de drogue vont dans le même sens que les tentatives de suicide. Il parle de conduite de rupture. Toutes ces conduites de rupture qu'ils utilisent, par l'alcool, la drogue ou d'autres comportements, c'est des tentatives désespérées de s'en sortir de leur mal-être. L'objectif, c'est ça, c'est essayer de s'en sortir par leurs propres moyens, mais qui sont des moyens très inappropriés, très dangereux et malheureusement qui peuvent très mal se terminer. Ces jeunes filles timides ont toutes entre 13 et 20 ans. Au fil de notre tournage, elles finissent par s'ouvrir face à la caméra et à nous parler de leur rapport à la drogue. Moi, j'en prends pour oublier. Par exemple, quand j'ai pris mon sirop pour la toux avec du DXM dedans, c'était pour oublier. Et là, pour le coup, j'ai vraiment oublié. Sur le coup, moi, je pense pas, je prends. Mais ça dure pas longtemps. Mais après, il y a tout qui revient, donc on peut pas être shooté à vie non plus. Mais en fait, je suis assez inconsciente, donc inconsciente des choses. Anna a à peine 15 ans, et pourtant c'est celle qui connaît le mieux le centre. La plupart des patients ne restent qu'une quinzaine de jours. Elle a fait plusieurs rechutes. Ça. Les cuisses, là aussi, c'est les jours où je suis là. En tout, ça fait 40 et quelques. Un amour, un ami, mais qu'es-tu? Dis-moi ce que j'éprouve à ton égard, puis dis-moi ce que toi tu éprouves. Je n'en peux plus de ce jeu secret avec la lune, ça finira par me tuer. La drogue, pour elle, c'est une manière de fuir les problèmes du quotidien. Le chaos à la maison, les difficultés de l'adolescence et une histoire de cœur douloureuse. La défonce est un appel à l'aide parmi d'autres. Je me suis grattée avec mes ongles pour faire une abrasion. Mais c'est comme sur le bras, j'ai plein de scarifications. Partout. Tu l'as fait quand ça? Soit ici, soit chez moi, ça dépend, quand ça va pas.
c'est Ça récent. m'est même arrivé de le faire en cours. Et c'est récent tout ça? Et ça, c'est récent. Mais j'ai des cicatrices anciennes. À Abadi, les patients sont jeunes, mais les cicatrices sont anciennes et guérissent lentement. Tous ne repartent pas forcément guéris. Le centre n'est qu'un passage dans leur thérapie. Julie, elle, aura appris au moins une chose. La drogue n'est jamais une solution. Heureuse de partir. Ah ouais, bon, on vient voir Miguel. Et on revient pas. Bah ouais. Une continuation dans le thème. Merci pareillement. Ouais. Franchement, je me dis, je suis contente de m'être ratée. Parce que ici, ils m'ont fait comprendre qu'on n'avait qu'une vie et qu'il fallait justement pas laisser prendre la vie, prendre le dessus, mais que c'était nous qui devons décider. Et ouais, maintenant, j'ai juste une envie, c'est de m'en sortir, quoi. Retour à Brest, où nous avions suivi Maxime. Pendant 3 jours, nous sommes partis à la rencontre d'héroïnomanes dans des squats de la ville. Bouge pas. Ils vivent en marge et se cachent souvent, mais pour notre reportage, ils acceptent de parler de leur vie, de leur dépendance, de leurs problèmes. J'ai 8 ans, je shoot et là ça fait 1 an que j'ai pratiquement arrêté, j'ai plus de vent. Bienvenue dans une communauté abandonnée où on survit comme on peut au milieu des seringues, des détritus et de la poudre. Mais d'abord, nous retrouvons Maxime. Aujourd'hui, il rejoint Kamel Geloul, l'homme qui l'a aidé à sortir de la drogue. Ce matin, ils sont en mission prévention dans un lycée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire addiction? Ça veut dire quoi, addiction? Une idée? Ouais, vas-y. Ça fait de la dépendance. Voilà, exactement. Alors la dépendance, je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on voit venir. C'est pas quelque chose qu'on voit venir. Si la dépendance était quelque chose qu'on voyait venir, je pense qu'on serait pas là tous les deux aujourd'hui. Depuis quelques semaines, Maxime intervient régulièrement avec Kamel. Pour alerter les ados sur les dangers de la drogue, ils racontent leur histoire et souvent ça suffit. Je vivais en squat, on était 8 dans mon squat. Moi je suis porteur de l'hépatite B et de l'hépatite C. Je me suis contaminé à l'usage de la seringue. Je serais incapable de vous dire ni quand ni où. Mais en tout cas, le résultat, il est là. L'hépatite B s'est stabilisée, mais l'hépatite C a gentiment viré en cancer du foie. Donc au moment où je vous parle, pour moi, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Si je vois mes 50 ans, déjà, c'est que j'ai de la chance. C'est qu'il y a obligatoirement... Kamel parle aux jeunes de la drogue, sans détour. Depuis qu'il est sorti de la défonce il y a 12 ans, c'est devenu son métier, presque un sacerdoce. Ok, Dac? C'est cool. Merci. Là, on est réellement dans la prévention. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, pour la plupart d'entre eux, on leur a pas encore proposé, tu vois. Ou alors si on leur a proposé, ou s'ils en ont vu tourner, en tout cas, ils sont pas goûtés. Et donc ça, c'est important. C'est là que nous, on doit poser notre discours. C'est vraiment à ce moment-là. Après avoir travaillé dans plusieurs associations, Kamel a créé la sienne, Apika, pour continuer librement son travail de prévention. L'été dernier, il rencontre un jeune homme détruit par la drogue qui veut s'en sortir. C'est Maxime. Dès le départ, je lui dis, tu sais, moi, j'ai pas spécialement de temps à perdre, tu vois. Moi, j'ai des problèmes de santé, tout ça et tout. Si je veux faire les trucs, je veux les faire bien. Et c'est pas lui mettre la pression, c'est de lui dire, écoute, si tu sais que c'est juste décrocher comme ça pour faire plaisir à tes parents, moi, j'ai pas de temps à perdre. Tu vois, il y a d'autres jeunes derrière toi. Voilà, il y a d'autres jeunes derrière toi qui ont vraiment envie de décrocher, que je peux aider, tu vois. Donc, si c'est pour perdre mon temps, je préfère le savoir tout de suite. Et du coup, il a mis carte sur table tout de suite. Et il m'a dit non, c'est au secours que tu m'as dit, en fait. Ouais, voilà. Au secours. Appel au secours. Il est arrivé à la rescousse sur la Harley. Ouais. Kamel sait de quoi il parle. Il a découvert les drogues jeunes à 13 ans après le décès de son père. Médicaments, cannabis, cocaïne, alcool, des mélanges de plus en plus agressifs. Il consomme tout ce qu'il trouve, toujours plus. Un jour, on lui propose de l'héroïne, il restera accro 10 ans. La seule chose, si je pouvais revenir en arrière, c'est la première fois que je me suis foutu une seringue dans le bras, tu vois. C'est la seule chose qui ferait que si je pouvais faire retour rapide. Et c'est parce que je sais que ce jour-là, ça a été le démarrage de tous mes problèmes, quoi. J'ai un peu tout le temps l'impression d'avoir du temps à rattraper.
Tu vois, chose que je sais très bien que je rattraperai jamais. Mais je suis toujours là-dedans, quoi. Tu vois, toujours essayer de faire mieux. Voilà. Parce que de toute façon, faire pire, je pourrais pas. Aujourd'hui, pour rattraper le temps perdu, Kamel essaye d'en faire gagner aux autres. Il parcourt la région pour aider les jeunes toxicomanes à décrocher. Ce milieu, il le connaît par cœur. Il en a fait partie pendant un tiers de sa vie. Alors, comment tu vas? Ça va. Ouais, c'est vrai. Ce soir, il rencontre Gaëtan, un héroïnomane de 19 ans. Il a besoin de parler. Qu'est-ce que tu fais de beau tes jours, là? C'est galère. La galère. Ça change pas. La galère, c'est de sortir de l'addiction. Gaëtan prend des médicaments de substitution, du Subutex, mais ça ne suffit pas. Ça fait combien de temps, par exemple, que tu t'es pas fait un shoot? Là, je l'ai fait la cour il y a 3 quarts d'heure. Voilà, 3 mais quarts ce qu'il y d'heure a, avant c'est que là, ce d'arriver qu'il à a pris, c'est son il prend son médicament, il injecte ses médicaments. Ouais, c'est ton, tu vois c'est ton Subutex. Voilà, Ouais. Mais je m'injecte de l'euro aussi à côté, quoi. Ce qui est pas du tout bon à faire, quoi. Après, Par contre, ça, c'est très mauvais. ouais. Parce que le problème, c'est que tu sens pas l'héroïne quand tu prends des produits comme ça et que tu peux faire une overdose. Tout simplement. Et ça t'y penses quand tu le fais? Bah, j'y pense, mais pas assez, quoi. Donc ça, c'est 4 mg, quoi. Ça, c'est Ça, précieux. c'est, ouais. Tu vois Ça, bien, c'est ouais. vraiment précieux, quoi. Ça, c'est... Tu vois, depuis 15 ans que je fais ça, si j'ai pu empêcher une seule personne de se contaminer par les conseils que je donne aux gens, si j'ai pu empêcher qu'une seule personne ne meure d'une overdose, quand je leur dis vas-y mélange pas ça avec ça, si t'as ça comme traitement, faut pas que tu prennes ça, et ben c'est que je sais pourquoi je le fais, tu vois. Je sais que j'en ai aidé plus qu'une. Je te fais la bise. Des toxicomanes comme Gaëtan, il y en a des centaines à Brest. Ici, c'est le Finistère, la fin de la terre. Et dans ce bout de France, la drogue accoste tous les jours. Aujourd'hui, Kamel veut nous montrer la vie de certains toxicomanes, des jeunes écartés de la société depuis des années. Ils vivent dans ce bâtiment abandonné, un squat. Dire qu'en 2010, t'as encore des gens qui sont obligés de vivre comme ça, alors que de savoir que t'as 20% des logements sur Brest qui sont vacants, bah moi ça me trouve le cul, quoi. Tu vois, ça me fout à l'envers de voir ça, quoi. Ouais. Voilà que déjà, bah, vous allez voir où est-ce qu'on va, vous allez voir ici. Allez, retournez. Ah, ils sont pas méchants, ne vous inquiétez pas. Bonjour tout le monde. Salut. Allez, montre. Tous vivent sur des matelas étalés par terre, avec 4 chiens, les ordures accrochées à la porte, et pour tromper l'ennui, de la bière et la télé. Quand Kamel arrive, les discussions se concentrent sur la drogue, leur dernier pain, les shoots d'héroïne. Il y en a 5 qui sont en hosto à cause d'une cale qui est à l'envers. Ah, c'est la rose, la rose. Non mais il m'avait dit ouais elle est bonne, ouais. Du coup je me laisse faire en pain direct et puis bah, Je savais pas qu'il pouvait y avoir de l'héroïne rose en fait. J'en ai vu de pas mal, mais alors de la rose non. Kamel ne vient pas seulement pour leur dire bonjour. Il s'inquiète de leur santé et surtout s'intéresse à l'évolution de leur consommation. Avec les héroïnomanes, tout peut basculer très vite. Moi je me suis réveillée, j'ai juste arrêté. ça fait 8 ans que je me shoot et là ça fait 1 an que j'ai pratiquement arrêté, j'ai plus de fun. Mais j'ai essayé quand même tout à l'heure mais j'arrive pas, je galère. J'ai essayé celle-là en ce moment. D'accord, ok. Sinon bah avec mes putains de plutôt faire du mal. Je shoot pas dans les mains. Bah non, Faut me piquer les mains. tu sais quoi, j'ai tellement shooté dans les mains, Ouais. elles sont tellement gonflées. Ouais. Ça fait plus de 2 Non, non, mais c'est surtout qu'il faut pas shooter dans les mains. J'ai arrêté, même avec l'alcool, Ouais. regarde, j'ai du mal à faire ça. Mathilde et Jeanne ont déjà de longues années de consommation derrière elles. À force de s'injecter de la drogue, leurs veines sont nécrosées, leurs bras couverts d'abcès. À 25 ans, elles ne peuvent quasiment plus se shooter elles-mêmes. Trop bien. Vas-y, on c'est bon. Nickel. Waouh, t'as géré la chérie. Je me sens pas forcément raide. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être à moitié immunisée. Du coup, mais c'est ça qui craint. Parce que du coup, quand j'ai de la cam, des roues, tout ça, je me tape des putains de traces ou des putains de taquets. Et ce qui se passe, c'est que le jour où tu tombes sur une canne qui est de la balle, et ben tu vas prendre la même quantité que d'habitude. Sauf que celle-là, il fallait la couper en 10, tu vois. Sauf que celle-là, c'est trop tard, tu l'as mis, quoi. Et là, bah, ça peut être l'hôpital, ça peut être, comme ça, voilà, ça peut être l'overdose, tu vois. commence Ça peut par la vraiment tête, être très chaud. T'as la Et des tête fois, ça très peut être tout mal, simplement le cœur qui s'arrête, quoi, tu vois. Je vous fais la bise, hein. Kamel est réaliste. La plupart des toxicomanes mettront des années à décrocher. Certains ne sont pas capables d'arrêter, alors il fait ce qu'on appelle de la réduction des risques.
Il les encourage à utiliser des seringues stériles, à usage unique, pour éviter de se contaminer. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la défense. Ouais, ça fait que, certes, ils ont commencé à 15 ans, 16 ans, quoi, tu vois, et ils sont dedans, voilà, quoi. Jusque par-dessus la tête, quoi, tu vois, c'est clair. Et eux, tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Bah, moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, tu vois. Moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Même après 15 ans de défense. Ouais, moi, je leur dis, tant que vous n'avez pas le sida, tant que vous n'avez pas tout ça, il y a moyen, il y a encore moyen. Et comme tu peux le voir, t'as vu, s'ils voulaient mourir, tu crois qu'ils feraient attention avec leur matériel et qu'ils feraient attention à ce qu'ils font? S'ils en avaient rien à foutre, tu sais, ils se prendraient n'importe quelle pompe et ils feraient n'importe quoi. Et en fait, quelque part, c'est aussi se laisser une chance pour que si un jour, ils décrochent, qu'ils aient toutes les billes de leur côté, quoi. Qu'ils aient toutes les billes de leur côté, quoi. Donc si vous voulez voir des produits, venez voir. Il y a ce qu'on appelle la plaquette de résine de cannabis. Je courais partout pour trouver des sous, pour trouver de la drogue. Et ici, on tire le maximum de ta personne. Comme ça, t'élèves vers l'eau. C'est une salle d'entraînement de la vie. Au fil des années, Kamel s'est rendu compte que les parents étaient bien souvent les plus désemparés face à la drogue. Une partie de son travail est donc désormais consacrée à l'éducation aux psychotropes pour les parents d'élèves. Ce soir, Kamel et Maxime sont accompagnés d'une personne qu'on ne s'attend pas forcément à voir avec deux anciens toxicos, un gendarme. J'étais ce qu'on appelle un délinquant à Plabennec. Et c'est pas un métier, mais bon, j'étais délinquant à Plabennec. Et Pierre était gendarme à Plabennec. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire que moi, on jouait au gendarme au voleur, en fait. Donc moi, je vous le donne en mille, c'était pas moi le gendarme. Il y a toujours eu une certaine distance entre nous, parce que j'ai toujours couru un petit peu plus vite. Mais en tout cas, voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il m'a rattrapé. Aujourd'hui, les deux hommes ont uni leurs forces. Kamel parle de son expérience de toxico. Pierre, lui, est dans le concret. Bien leur dire à nos jeunes que ce sont des produits psychotropes qui modifient le comportement. Donc je vous invite à vous lever pour venir bouger un petit peu entre la doc et puis venir un petit peu avec les produits. Donc si vous voulez voir des produits, venez voir. Donc au niveau du cannabis, il y a ce qu'on appelle la plaquette de résine de cannabis, ce qu'on appelle la savonnette. On a marqué plaquette, mais celle-là fait 250 grammes. Aujourd'hui, on trouve des plaques un peu plus plates, mais qui font 200 grammes. Ce soir, tous les parents le reconnaissent. Cette leçon express était nécessaire. Vous savez, ces choses-là, non seulement on les a pas vues, mais on voulait pas les voir en plus. Hein, on voulait pas les voir. J'entendais dire que votre fils était en 6e, c'est ça? Il est en 6e. Et vous pensez qu'il a été confronté à la drogue d'une manière ou d'une autre, qu'il en a vu passer? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Il vous en a jamais Je sais pas, il m'en a pas parlé. Et je lui ai pas posé la question parce que j'imaginais même pas en 6e ça puisse déjà se passer. Je voyais pas ça avant la 3e seconde. Mais non, je lui ai même pas posé la question. Et là? Et maintenant? Oui, là, je lui ai posé la question. Cette question, il ne faut pas hésiter à la poser le plus tôt possible. Car quand il est trop tard, l'addiction à la drogue peut mettre des années avant d'être guérie. Nous sommes dans la Drôme, en pleine campagne, à quelques minutes de Montélimar. Ce matin, David a du boulot. « 30 oies à sortir, 50 porcs et brebis à nourrir et un cheval à entretenir. Un travail de fermier. » Moi, je vais commencer par nourrir le cheval. Tu vas le cochon. Pourtant, à l'origine, l'élevage, c'est pas vraiment son truc. Il y a 2 mois, la vie de David, c'était l'héroïne. Je courais partout pour trouver des sous, pour trouver de la drogue. Quand j'en avais pas, j'étais malade, donc j'étais clôturé au lit. Je transpirais, je vomissais, j'avais la diarrhée, j'avais mal au ventre. Enfin, que des trucs comme ça. Aujourd'hui, si David court après les volailles, c'est surtout pour rattraper sa vie. Il est arrivé ici il y a 2 semaines pour sortir de la drogue. Ici, c'est le Gué, un centre de post-cure, un lieu isolé du monde pour reprendre goût à la vie, sans l'illusion de la drogue. On va dire qu'au début, ça me plaisait pas. Je savais pas ce que c'était, donc je pouvais pas m'imaginer ces quelques instants de bonheur, quoi. Mais maintenant que je suis fermier, c'est plutôt pas mal, quoi. On va dire que avec l'amour des bêtes, ce qu'on peut leur apporter comme amour aussi, c'est plaisant. C'est très plaisant.
Comme David, ils sont 20 ex-toxicos à travailler tous les jours par tous les temps. Au Gué, il y a des animaux, mais il y a aussi 7 hectares de terrain, des champs, des serres et de vieux bâtiments à entretenir. Du boulot pour tout le monde et pour la bonne cause. André, le maître des lieux, y tient. Aujourd'hui, dans cet endroit-là, ils ne sont pas en dette. Ils ne sont pas en dette parce que ce qu'ils mettent à table à midi, c'est eux qui l'ont fabriqué. Malheureusement, les gars, une fois marginalisés, sont très assistés. Ici, je regrette, on est digne. On est digne, on bosse, on sait s'adresser les uns aux autres et on essaye de faire société ensemble. Et la société, à un moment, si tu veux, passe par cette espèce d'objet commun qu'est le travail. Ça contribue à leur forme physique, ça contribue à leur épanouissement. Voilà, c'est une salle d'entraînement de la vie. Le Gué a été créé il y a une trentaine d'années dans cet ancien orphelinat religieux. Mais il est entièrement laïque et tenu par une douzaine d'éducateurs et d'infirmiers. Aujourd'hui, André Dunia dirige ce centre à part, parfois jour et nuit. Il va passer entre 6 mois et 1 an avec la plupart des résidents. Alors son rôle varie. Souvent psy, un peu père fouettard et parfois père tout court. Allez. Alors, là, vous avez 10 œufs. Oh là là. Mais c'est des petits œufs, c'est des œufs de caille en fait. Vous voyez, c'est des petites cailles. Un peu de farine. Oui. Je saurais dire combien. 14 tablettes de chocolat. D'accord. Mais c'est des tablettes de 50 grammes, donc en tout ça fait 400 grammes. Donc, l'ex-usager de toxiques est dans la mesure, dans la propos. Bien sûr. Bien sûr. Il est surtout dans la recette. La difficulté de tous les centres de post-cure, c'est de gérer le manque et les tentations. Au Gué, les règles sont simples. La drogue est interdite et c'est pareil pour l'alcool. Cette règle, Sonia en a fait les frais. Elle a été bannie du centre pendant 2 semaines pour avoir acheté une bouteille de rhum qu'elle a partagée avec d'autres résidents. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle a le droit de revenir, mais on lui fait forcément un peu moins confiance. Oh putain, chambre. Elle va pas changer. Toujours la même. J'ai rien ramené, hein. J'ai rien ramené, promis. Promis, juré. Par exemple, Sonia, tu l'as pas fait, mais si tu le faisais, tu le planterais où Moi, je lui planquerais en fait soit dans un élastique, dans mes cheveux, ou sinon, tu vois, dedans, il y a des barres qui passent là en fait. T'as des barres là qui passent, tu sais, pour le sac à dos. Tu enlèves, tu peux planquer 1 gramme dedans, un petit bout de shit et tout. Pour cacher les trucs, quoi, j'ai pas mal d'expérience malheureusement. Malheureusement. Je savais pas si j'avais le droit à ça. Normalement, t'as pas Ouais, le droit voilà. de l'encens dans les chambres. T'as pas le droit de mettre de l'encens. C'est ce qui me semblait, mais je l'ai emmené comme. Ouais, Tu le mets il me dans semblait. Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, s'il y en a un qui vient fumer du shit, il rajoute de l'encens par-dessus. Ok. On sent plus rien, quoi. Ouais. On n'a plus d'odeur. Donc voilà. J'aime bien. Ouais, ça va, tu fouilles pas comme les douaniers au moins. Non. On essaie de Les faire douaniers, les eux, ils font pas ça comme ça. Donc, prochaine sortie, dans 5 semaines, si je suis sage. Si t'es sage. Si je suis sage. Non, mais je suis partie sur un bon pied ce coup-ci. La route, ça fait une espèce de carotte rouge là-bas. Sonia le sait, elle a eu chaud. D'ailleurs, quand elle nous montre le lieu de la transgression, la supérette, de l'autre côté de la route, elle devient beaucoup plus sérieuse. Comment tu gères, toi, les tentations? Comment tu fais maintenant? Bah en fait là je reviens que, donc si tu veux je sais très bien que je vais pas avoir l'erreur quoi. Si je fais encore une connerie je vais devoir. Donc c'est déjà une chance d'être là je pense, donc il faut pas que je redélire quoi. Parce que là il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon quoi. Même le comportement faut qu'il change, faut que... T'es tenté quand tu le vois comme ça? Non, je suis pas tentée quoi. Je suis pas tentée. Peut-être un peu plus tard, mais là je viens juste d'arriver, donc je suis pas tentée, ça va. Ça me tente pas du tout. Quoi. Même au contraire, tu vois, ça me repousse même un petit peu, quoi. À la fois c'est le diable et à la fois c'est ce qu'ils rencontreront tout le temps. Culturellement en France, la question de l'alcool est partout, tu vois. Et ils s'y trouveront confrontés. Alors aujourd'hui, on a une chance, c'est au moins à 600 mètres. Il doit falloir quelques minutes pour descendre et beaucoup moins pour remonter. Voilà. Aujourd'hui, Sonia reprend tout à zéro. Le travail évidemment, mais aussi son traitement de substitution, la méthadone, un médicament quotidien, une béquille indispensable pour la plupart des toxicos. J'ai un peu abusé sur mon traitement de méthadone pendant mes 15 jours d'exclusion.
Et normalement, j'étais à 40. Et là, je suis revenue, je suis à 60. Donc, on va diminuer de 5 par 5 en 2-3 jours. Le problème, c'est pas la diminution, c'est ton mode de fonctionnement. C'est mon mode de fonctionnement, ouais. T'es pas retourné chez le médecin. Non. Tu t'en es mis 2 dans le nez ou dans les veines, d'accord? Et tu t'es dit après, quelle bonne opération pour remonter ma méta. Ouais, peut-être, ouais. Sans réflexion, sans nous téléphoner, sans avis médical. Avec de la méta que tu avais déjà, d'ailleurs. Donc en fait, tu deviens ton propre médecin. Tu t'auto-équilibres, tu t'auto-médicamentes. Si ça marchait, chérie, ça se saurait. Ouais, bah, Tu comprends? Ouais, mais c'est plus facile, entre guillemets. Ah bah ouais, c'est plus facile. C'est plus facile, mais ça ne donne pas de grands résultats. Si tu veux bien. Les jeunes du guet ne sont pas nés dans la marginalité et dans la drogue. Tous ont une histoire de la défonce à raconter. Les histoires sont différentes, mais la conclusion reste la même. Tôt ou tard, il faut arrêter, et il vaut mieux que ce soit tôt. Déjà, j'ai tous mes potes qui sont morts, enfin mes meilleurs amis d'enfance qui sont morts à cause de cette merde, tu sais. Ma femme, elle, je sais pas comment elle a fait pour me supporter avec mon fils, tu vois, je sais pas comment ils ont fait pour me supporter. Non seulement pour moi, je me dois de sortir de cette merde, mais pour eux aussi, je leur dois. Pour eux aussi, je leur dois. Donc, faut que je mette un frein, que j'essaie de repartir du bon pied. Au guet, personne n'est dupe. On sait que c'est dehors que le vrai travail commencera. Il est impossible de dire si tous les résidents du guet sont guéris de leur addiction, mais André estime qu'une grande partie est sur la bonne voie. Et pour ceux qui sont toujours là, il y a du boulot. Sarah et William n'ont pas arrêté la coke. Ils sortent toujours le week-end, sniffent la nuit, et reprennent le boulot la semaine, sans se soucier des dangers. Pierre continue à tester toutes les doses auditives. Aux dernières nouvelles, il n'a pas touché à de vraies drogues et il n'a pas l'intention de le faire. Sonia et David continuent leur cure au guet. Sonia n'a pas touché à une goutte d'alcool. David, lui, s'est peut-être découvert une vocation. En sortant, il veut travailler avec des animaux. Kamel a 38 ans, une femme, 3 filles et un gros problème. Son cancer le ronge. Ces dernières années, il compte les passer à se battre contre la drogue, coûte que coûte, tant qu'il tiendra sur sa Harley. Maxime est toujours clean. Il est sorti de l'hôpital et recommence sa vie. Il intervient régulièrement dans des lycées pour l'association Apica. Son métier de rêve, il est très précis, devenir Kamel. Dans le squat, Mathilde, Jeanne et les autres viennent de passer les fêtes dans la galère. Décrocher, c'est au programme, mais ce n'est pas pour demain. Laurent Carilla, vous êtes psychiatre au centre de traitement des addictions de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Qu'est-ce qui a évolué dans la consommation de drogue par les jeunes depuis que vous exercez, par exemple? Est-ce que les classes sociales ont changé, le nombre de jeunes a évolué? Ce qu'on a vu depuis 2006-2007, c'est la cocaïne est extrêmement présente, sans être une épidémie, mais la cocaïne est quand même extrêmement présente sur le territoire français, avec toutes les classes sociales touchées, et des consommations extrêmement variables suivant les gens. Alors qu'il y a 10 ans de ça touchait plutôt un milieu aisé, un milieu un peu jet-set, enfin un milieu artistique un peu branché. Là, ça touche tout le monde. On voit arriver en consultation un chômeur consommer 1 gramme par jour ou 2 grammes par jour, jusqu'au PDG qui consomme 2 à 3 grammes par jour. Il y a les drogues de synthèse. Alors, les gens ne viennent pas pour les drogues de synthèse, mais on voit chez une partie de la population consommatrice de cocaïne ou d'amphétamine ces consommations de drogues de synthèse en plus. Ce sont des petites consommations qui ont lieu lors de fêtes, etc. Et il faut être extrêmement prudent, parce que plus on consomme, plus il y a des risques, et plus on multiplie les consommations, plus on multiplie les risques. Ils sont adolescents et sont nés avec Internet. Leur ordinateur, c'est leur fenêtre sur le monde. Bien plus qu'un hobby, l'ordinateur est devenu l'outil essentiel à leur jeunesse. Ça mère la petite, ça marche pas, j'arrive pas à parler. Truc de dingue, je suis dingue. Il falla, oui, je suis folle. Grâce à Internet, les adolescents peuvent dépasser leurs limites. Ils se filment et s'exhibent sur la toile. Ce qui ressemblait à un jeu s'apparente de plus en plus à une addiction. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. And I, yeah.
Accéder à la notoriété, draguer ou se faire des amis, rien de plus facile. Aujourd'hui, dans le monde du virtuel, tout est à portée de clic. Photos, blogs, les ados en raffolent. Tous les détails de leur vie privée sont publiés sur le net. Mais c'est vrai qu'Internet, les parents, ils se couchent pas, quoi. Alors dans ma chambre, ils ne trouveront rien. À part une boîte de capote et du lubrifiant, ils ne trouveront rien dans ma chambre. Oh, elle est moche. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. C'est horrible. Des chorégraphies les plus kitsch aux parodies de leurs clips préférés. Imitation de leurs super-héros, glorification des bastons ou même pétard entre les fesses, tout est possible et rien ne les arrête. Violence, mise en scène ou provocation. C'est une manière de dire, voilà, je suis là, regardez-moi, regardez comme ma vie est intéressante, regardez comme je suis merveilleuse. Je suis un mec extrême. Une chose est sûre, une révolution est en marche, leur révolution. À 3, je vais disparaître. 1, 2, 3. Depuis qu'elles sont toutes petites, Laura et sa sœur vivent devant l'objectif d'une caméra, mais surtout sous l'œil de leur maman, puisque c'est elle qui les filme. Elle filme tout, de leur première virée au volant, au délire entre sœurs, ou encore un soir de Noël sous la neige. Allez, pour Vidéoclag, fais-moi une petite chute, s'il te plaît. Et même pour leur première sortie en boîte, maman est encore là pour immortaliser l'instant. Mais les images les plus précieuses sont celles-ci, celles où Laura chante. Car pour sa mère, pas de doute, Laura est une star. Alors forcément, quand elle est sur scène, maman ne raterait ça pour rien au monde. Dans la réalité, c'est une autre histoire. Comme chaque jour ou presque, il est midi passé lorsque Maggie va réveiller ses filles, car Laura et sa sœur ont quitté l'école et ne travaillent pas. Ça marche pas, c'est pas leur truc, pas d'école. Laura, elle a arrêté à 16 ans, mais Eva, elle a suivi. Hein. Mieux qui reste à la maison, plutôt que toutes les 5 minutes, le directeur il vous appelle pour vous dire bon, votre fille elle a fait une connerie, venez la chercher ou venez nous voir. Je préfère qu'elle reste à la maison. Moi. Je ne peux absolument rien faire. Elles ont choisi leur chemin. Mais leur chemin, c'est pas d'école, rester à la maison, rien glander. Ben maintenant, à la fin, voilà le résultat, quoi. Alors à ce compte-là, bon, ben maintenant tu vas aller faire des ménages, va faire des ménages, ma fille. Hein. Ou trouve-toi un mari riche, hein. Ou deviens une petite star, mais ça, il y a du boulot derrière. Là, faut bosser. Devenir une star, un jour peut-être. Mais pour le moment, c'est devant sa sœur et ses copines qu'elle exhibe ses talents. Alors prends ton téléphone, écoute ton répondeur et tu verras. T'es fatigué, t'es pas la haine, arrête s'il te plaît. Je vais faire pour toi le numéro de ton gars. Je vais le faire pour toi. À part chanter, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Chanter, faire les photos et tout ça, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. J'ai essayé l'école, j'ai essayé de voyager, j'ai essayé de faire de la vente, j'ai essayé de m'occuper des enfants. Bon, j'aime bien m'occuper des enfants, tout ça, mais bon, c'est avec ça qu'on gagne notre vie. À 17h comme tous les jours, Laura, sa sœur et leurs copines sont scotchées devant la télévision. Pour rien au monde, elle ne manquerait la Star Academy. Même si l'amour s'enfuit, j'en invente les couleurs. S'il est trop tard pour revenir, je remonterai les heures. Je regarde les cours qu'ils prennent et tout ça, comment ils apprennent et tout. Ils se lèvent tôt, ils se couchent à 4h du matin. Des fois, je regarde à 4h du matin, il y en a, ils sont encore réveillés. Après, à 8h, ils sont debout. Et l'après-midi, le soir, ils ont encore des cours de danse et tout. Et je sais pas comment il fait pour rester debout. Il y a quelques années, Laura a tenté le casting de la Starac, mais elle n'a pas été retenue. En fait, devenir une star, oui, c'est bien par rapport à... Tu sors, t'as de l'argent, tu t'éclates, tu passes à la télé, t'es connu. Mais d'un côté, t'as plus de vie après. Et c'est pas mon but de devenir star, hein. Mon but, c'est les sous-sous. C'est
pas le but, hein, c'est là où il y a des sous, j'y vais. Et pour faire avancer la carrière de Laura, devinez qui travaille en coulisses. Je suis le manager. Je sais qu'elle peut arriver à quelque chose, j'en suis certaine. Ça c'est clair. Hein. Elle a le physique, elle a la prestation, elle a tout ce qu'il faut. Elle chante bien, elle a tout ce qu'il faut. Je veux pas qu'elle galère. Je veux que plus tard, je lui ai dit, Laura, j'aimerais qu'un jour tu ouvres ton porte-monnaie, je te paye ce que tu as envie de te payer. Pas de galérer comme moi j'ai galéré. Ça, j'en veux pas. J'ai dit, fais vraiment ce que moi j'ai pas pu avoir, fais-le. T'es jeune, t'as l'opportunité, vas-y, fonce. Reste une question, mais de taille. Comment se faire repérer par une maison de disques? Le sésame, c'est Internet. C'est donc là que Laura et sa mère mettent tous leurs espoirs pour atteindre le succès. Et c'est sa maman qui s'occupe de mettre les vidéos en ligne. Elle a des petits fans déjà. Elle a des petits fans. Bon, ça, oh Laura, j'aime cette chanson. Oh Laura, tu chantes bien. Ah, ça y est, je suis ton fan et tout. C'est mignon, moi j'aime bien. Des fans qui, sur Internet, lui écrivent et l'encouragent. Moi qui voyais le mal partout, si l'amour est encore sur terre, rien n'est facile. Cristal, jolie voix. T'es une star, Ido. Tu te rappelles pas? T'as dit, ah, c'est gentil ça. Je me lasse pas de te regarder tous les matins pour me mettre en bonne humeur. C'est mieux qu'un café ou un bon chocolat. Ça, c'est vrai, ces commentaires, ils m'avaient plu. C'est aussi les commentaires, les motivations. Parce que les gens, à chaque fois, ils envoient des commentaires. On veut la suite, on veut la suite, on veut la suite. Pour Maggie et sa fille, la suite de l'histoire est écrite. Se faire remarquer, le coup de téléphone d'un producteur, un rêve qui ferait passer Laura devant les projecteurs. Il s'appelle Clément, il a 17 ans et lui aussi c'est un accro du net. Il habite en banlieue parisienne et tous les soirs quand il rentre chez lui, c'est le même rituel. Je le branche, je suis obligé quoi, c'est mon ordinateur. Et après je branche mon MP3 qui est relié à ma chaîne IFI, qui est relié à ma prise USB. Écran, webcam, souris, en véritable cyberado, Clément est surconnecté. Dans sa chambre, ni télévision, ni livres, ni journaux, il n'en a pas besoin. Mais de toute façon, tout est sur Internet, tout ce qui est en rapport avec moi. Toute ma vie, elle est sur Internet. Mes centres d'intérêt, c'est les filles, la musique et tout ce qui est sport extrême. Enfin, j'aime bien tout ce qui est plus violent. Illustration avec ce hard rock plutôt déjanté, le Christian Corp, que Clément écoute pendant des heures. En fait, les clips que je regarde plus, c'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Plus dans les trucs, dans les hangars et tout. Il s'identifie lui aussi à ses idoles, avec l'espoir secret de devenir un jour chanteur de rock. « 23h. Clément est toujours devant son ordi, mais cette fois le programme a changé. Ah, c'est pas de ma faute, c'est juste que Internet est rempli de trucs de cul. Je mets des vidéos, enfin c'est surtout avec des potes souvent. C'est histoire de passer le temps. Quand je me fais chier, des trucs de mecs. Bah en même temps, les meufs de maintenant, elles s'inspirent de ça et les mecs aussi d'ailleurs. Internet, c'est aussi le lieu idéal pour draguer. Caméra connectée, Clément chatte avec des dizaines de filles. Oh, elle est moche. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. C'est horrible. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Il y a des meufs qui m'ajoutent comme ça parce qu'elles me trouvent mignon. Mais vas-y, pourquoi je te parle? Vas-y, je te bloque. Voilà, je viens de bloquer une meuf et je vais la supprimer. Parmi ces centaines de plans drague virtuels, Clément fait son marché. Je regarde ce qu'elle écoute, je regarde comment elle s'habille, je regarde comment elle se coiffe, je regarde ce qu'elle aime,
je regarde où elle habite. Si ça me correspond, je lui parle. Si ça me correspond pas, je change de page. Bah en fait, c'est une sélection, quoi. C'est comme tout. Je pense ce qu'il y a de mieux, quoi. On peut pas prendre une Clio quand on peut choper une Mustang. Je suis désolé. Facile dans ces conditions de se prendre pour un playboy. Alors Clément ne s'en prive pas. Les connaître par Internet, c'est plus facile parce que dans la rue, je suis un mec assez timide, quoi. Grâce à Internet, en fait, je me suis ouvert. J'ai pu connaître des meufs dans mon style et tout. Avant d'aller sur Internet et tout, je sortais jamais avec des meufs. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, maintenant, voilà. Pour la drague virtuelle, les filles aussi ne sont pas en reste. Striptease devant la webcam, on se chauffe à blanc, c'est l'avantage sur Internet. Les meufs. Après, on dit que c'est moi qui a pas de sentiments et tout. Attends, les meufs, vu ce qu'elles m'envoient, même des photos comme ça. Quand même. C'est abusé. Le cybersex prend une telle ampleur que des campagnes de prévention comme ce film néerlandais sont lancées par des associations. Alors, autre addiction pour les jeunes, Internet, avec une consommation de plus en plus jeune, précoce. Est-ce qu'un usage abusif d'Internet peut avoir une conséquence sur leur santé mentale? C'est vrai que rester stationné devant un jeu toute une nuit, sans moins manger, sans moins bouger, et si on est vulnérable à des problèmes psychologiques, on risque de décompenser ces problèmes. C'est-à-dire qu'on va faire plus de dépression, chez certains plus de risques de passer à l'acte suicidaire. Les jeunes peuvent se créer une nouvelle vie qui est complètement différente de leur vie réelle. Et le monde virtuel peut, chez certains, déséquilibrer les processus psychiques normaux du jeune, quoi. Donc c'est risqué. Et il y a un autre problème aussi, c'est les réseaux sociaux aussi peuvent accentuer cette vie virtuelle. Et un dernier point, c'est pas que sur la santé mentale, sur la santé physique, on sait que des stations prolongées face à un écran peuvent entraîner des crises d'épilepsie chez les gens qui sont vulnérables à faire des crises d'épilepsie. Dans son quotidien, Clément rêve en écoutant ses chanteurs préférés. On est bien loin de la vie de rockstar. Tous les matins, il fait 1h30 de bus pour aller en cours au lycée professionnel de la petite ville de Trême. Ici, Clément apprend un métier, céramiste. Il fallait que je trouve une voie et ça c'est un premier métier pour pour avoir de l'argent. Parce que la musique c'est un peu dur d'avoir de l'argent, c'est plus une passion, quoi. Et avec les copains du lycée, Clément ne se sent pas non plus à sa place. On kiffe comme ça gère. Ça fait un peu bizarre de voir ça. Bah justement, c'est pas tous les jours que tu vois une personne habillée comme ça. Ouais, mais bon, ça sort un peu de l'ordinaire. De l'ordinaire. De l'ordinaire, surtout les mèches blanches comme ça, un peu bizarre. Tu le reconnais comme ça, tu sais que c'est lui. Ils se foutent de ma gueule parce que je m'habille pas comme eux, parce que j'écoute pas la même musique qu'eux, parce que j'ai pas le même état d'esprit, parce que je suis un mec extrême. Voilà. Mais il s'en moque, car ses amis, sa communauté, il les trouve sur Internet. De retour de l'école, il se connecte sur son site favori, MySpace, un site à la base créé pour la promotion d'artistes inconnus et sur lequel certains ados ont fait main basse. C'est devenu un de leurs sites de rencontres favoris pour attirer les visiteurs. Des millions de jeunes y affichent fièrement leur goût, leurs photos et leurs amis virtuels. C'est pour trouver des gens qui me ressemblent parce que vers chez moi, il n'y a pas grand-chose. J'habite un peu dans la banlieue, au fin fond de la banlieue. Sur Internet, des amis, il en a plus de 1900. Et chaque jour, il reçoit de nouvelles demandes. Il y a des contacts, des potes sur Paris, vite fait, des connaissances. Après, il y a des Américains, des Canadiens. MySpace, un site qui rassemble plus de 200 millions d'utilisateurs, où les jeunes du monde entier passent un temps fou. Précurseur de Facebook ou encore de Twitter, ce site a été racheté 600 millions de $. Il attire plus de 10 millions de visiteurs par jour. Des réseaux sociaux devenus aujourd'hui incontournables, surtout dans la vie des ados.
Samedi, 14h30, jour de technoparade à la Bastille. Il y a des milliers d'adolescents comme Anaïs, 15 ans, Charles, 15 ans et Sandra, 14 ans. Ils sont venus en bande pour faire la fête. Depuis qu'ils ont 10 ans, ils ont tous des téléphones portables et des appareils numériques greffés dans leurs mains. Oh merde, tu fais une sale galette, on la refait. Bah en fait c'est l'album photo, comme ça tout le monde, par exemple ceux qui n'étaient pas avec nous et tout, ils voient les photos. Et c'est super quoi, ça leur donne envie. À la moindre occasion, ils dégainent pour ramener du scoop et fixer leur vie en images. La technoparade à peine terminée, Anaïs rentre chez elle avec ses copines. Les photos, c'est le trophée de la journée. C'était vendredi dernier. Ouais. Sur les centaines qu'elles ont prises, elles sélectionnent les plus belles, celles qu'elles vont mettre en ligne. Elle est trop belle. On peut dire aux gens, ouais, on est à la technoparade, on est à la technoparade. Ils font, bah d'accord, mais t'as pris des photos tout? Bah ouais, j'ai pris des photos. T'as pas pris des photos, tu pouvais pas dire j'y étais. C'est pour prouver que nous aussi on était là, voilà quoi. Elles affichent leurs photos sur leur blog, une sorte de journal intime mais public à la fois, illustré par du texte et des images. Pour Sandra, son blog c'est une partie d'elle-même. C'est pour montrer une image de notre vie, de nous, de ce qu'on fait, avec qui on est, où on est, ce qu'on fait de nos soirées. En gros, ce qu'on fait de notre vie. Moi, je raconte des trucs marrants. Moi, je raconte plus les choses, enfin les sentiments. S'il y a une personne que j'aime vraiment, que j'ai mis sur mon blog, je vais mettre un article pour lui. Rien que pour lui, qu'il comprenne que je l'aime vraiment, quoi. Là, j'ai mis, par exemple, parce que c'est mon nounours, parce qu'il représente déjà beaucoup pour moi, parce que c'est un garçon avec la gentillesse dans le sang, un truc comme ça, parce qu'il m'a accueilli, parce qu'il m'adore et que je l'adore aussi. Bon, maintenant, ici, il faut se dire que maintenant, on se base beaucoup sur le physique, en fait. Une génération d'adolescents où l'image et l'apparence règnent en toute puissance. Des blogs d'ados comme celui de Sandra, on en compte des dizaines de millions en Europe. En France, un ado sur deux possède son blog. Entre guillemets, oui, il y a un peu de frime parce qu'on a envie de montrer aux gens, par exemple, n'importe quoi, qu'on s'habille bien ou qu'on aime être belle. Ou, par exemple, une pub à la télé où on incite quelqu'un à manger un yaourt qui a l'air bon. Et ben nous, notre blog, on va inciter les gens à regarder notre blog, à vouloir nous connaître. C'est pour faire une promotion de moi, de mes amis, de ma vie. Avant, on apprenait à se connaître autour d'un café. Maintenant, plus besoin de se voir pour devenir amis. Ce blog et ces sites communautaires ne sont pas seulement un lieu de rencontre. Ils représentent aussi un enjeu économique crucial. Ils génèrent des contenus publicitaires considérables et les grands médias n'ont pas perdu de temps pour les racheter. Un marché qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. Chat, messagerie instantanée, texto, les adolescents ont inventé une nouvelle façon de se parler, mais surtout une nouvelle façon de s'écrire. Aberrant, c'est 5 fautes par mot. Parce que c'est écrit en phonétique, parce que c'est écrit n'importe comment. Par exemple, demain, sur le texto, j'écris 2 M et un 1. Donc on ose leur faire remarquer que c'est mal écrit, mais ça sert à rien. Attends, moi, il y a 2 T normalement. Mais Internet, c'est aussi une opportunité pour créer le buzz, comme Captain Brakmar, connu et adulé par des centaines d'internautes. En fait, c'est un concept, c'est un groupe de rap, de merde. C'est-à-dire que le rap c'est bien, mais nous on fait n'importe quoi, voilà. Mais comme les gens ils aiment bien, on continue. Ou encore celles qui misent sur la nudité pour espérer devenir les icônes de demain. Les nouvelles icônes de nos jours, c'est plus des icônes qui sont vraiment politiques ou spirituelles. C'est les gens qu'on voit à la télé, les gens qui gagnent, c'est eux qui gagnent le plus d'argent, qu'ils soient après chanteurs, footballeurs, mannequins ou quoi. C'est évident que ça fascine, ne serait-ce que pour l'argent que ça brasse.
Charles passe plus de 3 heures par jour collé derrière son ordinateur. Il fait partie des 61% d'ados qui préfèrent le web à la télévision. Et ce dont il raffole le plus, ce sont les parodies qui circulent par milliers sur le net. L'ordinateur, c'est mon monde. Je peux avoir tout par rapport à ça. J'ai pas besoin de sortir dans la rue, j'ai pas besoin d'aller acheter mon CD au coin de la rue. C'est tout là. J'ai les musiques, les vidéos, les infos, les copains, les copines. J'ai tout ça. Et c'est mon monde. Son activité préférée, c'est le chat, la messagerie instantanée. C'est là qu'il discute en ligne avec des copains ou avec des inconnus. Pour chatter, Charles, comme des millions d'adolescents, s'invente des pseudos. Ils se font appeler la Miss du 62, Meuf Sympa ou Rockstar. Ça m'arrive de parler avec 5-6 personnes en même temps et si t'écris chaque mot, chaque lettre, chaque pluriel, sans abréviation et tout, t'es fini. Les personnes ils zappent quoi. Parce qu'une personne avec qui tu parles et qui te répond pas dans les 10-15 secondes, ça te fait chier. Bref, l'ordinateur mais aussi le portable sont en train de révolutionner l'orthographe et la grammaire. La petite copine de Charles, Anaïs, en sait quelque chose. Ce mercredi après-midi, elle est restée chez elle pour réviser ses cours. Entre les chats sur le net et les textos envoyés avec son portable, elle en perd son français. J'ai d'énormes problèmes niveau orthographe. Je sais pas, enfin, il y a un mot que je connais, enfin que avant d'avoir le portable, j'écrivais normalement, et depuis que sur mon portable j'écris en abrégé, à cause de ça, je sais plus écrire. Par exemple, demain sur le texto, j'écris 2 M et un 1. Pour des mots, par exemple, attends-moi, je mets attends-moi, il y a 2 T normalement. Il y a 2 T, ouais, moi j'en mets qu'un. Non, enfin voilà, quand il y a 2 consonnes à côté, moi j'en mets qu'une sur le texto. Comme ça va plus vite. 94% des ados sont équipés d'un portable. Il existe désormais des dictionnaires du parler texto. Au lycée d'Anaïs et de Charles, c'est la fin des cours. Et ce soir justement, une réunion de parents d'élèves est organisée à ce sujet. Il y a le père de Charles. Ici, les dérives de la communication virtuelle, on s'en inquiète. Moi, je prends les carnets de correspondance des élèves, mais c'est aberrant. C'est 5 fautes par mot. Parce que c'est écrit en phonétique, parce que c'est écrit n'importe comment. Et ils ne font aucun effort. Et quand on ose leur faire remarquer que c'est mal écrit, ils disent mais ça sert à rien. Non, c'est une catastrophe. Hein. J'ai eu toute une époque où je distribuais des bouquins en permanence. Vous voyez, un gosse de 14-15 ans, je lui dis tiens, lis ça, c'est bien. Il y a quelque temps, je le fais plus. Quand je propose un bouquin, ils le prennent plus. T'as pas un DVD, t'as pas la musique, le bouquin, ils le prennent plus. C'est quelque chose qui est d'une addiction, qui produit une addiction. À mon avis, il y a aussi un phénomène d'une certaine trouille des parents, d'une peur, parce que c'est la première fois qu'un phénomène de masse est plus maîtrisé par la jeunesse que par les anciens. Aujourd'hui, n'importe lequel des ados maîtrise bien mieux un ordinateur que vous. Moi, j'ai une fille de 10 ans qui me montre comment il faut que j'aille pour faire des recherches. Il y a beaucoup trop d'adolescents ou de jeunes gens qui savent l'utiliser par rapport à trop peu d'adultes. Ce qui fait que ces trop peu d'adultes n'ont jamais essayé d'éduquer leurs enfants en leur disant « mais attention, moi j'ai fait les mêmes choses, j'ai été sur ce genre de truc et c'est n'importe quoi, etc. » Ce qui fait que les jeunes gens se retrouvent très très souvent tout seuls là-dessus. Plus les parents ne savent pas, plus ils ont peur. Et plus ils ont peur, plus il y a un malaise. Il est probable que c'est la génération d'aujourd'hui, ceux qui ont 15-18 ans, la vôtre, qui, étant passés par cette technique-là, vont probablement arriver avec vos enfants, arriver à driver les choses, à canaliser. Mais nous, on ne sait plus faire. Même nous déjà, même vous. Pour les adultes, pas simple de s'y retrouver. Encore moins d'exercer son autorité dans ce monde où leurs enfants sont experts. Un véritable conflit de génération. Charles le sait, il en profite.
parents, ils peuvent enquêter sur tout ce que t'as de ta vie. Ils peuvent fouiller ta chambre, ils peuvent fouiller ton porte-monnaie. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est les parents, ils y touchent pas, quoi. Et l'ordinateur de Charles, c'est une mine d'informations pour eux. Sur Internet, ils peuvent savoir ce que j'ai dit à mes copains, ils peuvent savoir ce que j'ai fait la nuit dernière quand ils m'ont pas retrouvé le matin dans mon lit, quoi. Donc, ils peuvent savoir dans quelle boîte je suis allé, ils peuvent savoir dans la musique que j'écoute, ils peuvent savoir si je regarde des vidéos de porno, ils peuvent savoir si j'ai une copine par rapport à mon pseudo des MSN, ils peuvent savoir tout ça. Alors dans ma chambre, ils ne trouveront rien. À part une boîte de capote et du lubrifiant, ils ne trouveront rien dans ma chambre. On parle de drogue, d'Internet. On a l'impression que de plus en plus de jeunes s'enferment dans ces procédés-là et ces processus-là pour fuir la réalité. Comment peut-on les aider ? Dès qu'on a identifié un problème lié aux drogues, à Internet ou les deux, parce que souvent les deux sont liés maintenant puisque Internet fait partie de la vie quotidienne, il faut aller voir son médecin traitant, j'ai envie de dire tout de suite, pour débrouiller un peu le terrain et que le médecin passe en réseau avec des services spécialisés d'addictologie, il y en a partout en France, qui doivent être là pour repérer les problèmes addictifs aux drogues, à l'alcool, au tabac et aussi à Internet. Quand c'est identifié, il faut les mettre dans des programmes de soins très très structurés, qui durent un certain temps. Il faut aussi aider la famille, qui est souvent impliquée dans les processus addictifs. Internet, un univers où tout est possible et où certains deviennent carrément des stars. Des stars du virtuel comme Captain Brackmar, un personnage que les adolescents adorent. Vive le Captain, vive le Captain Brackmar, Captain number one. Et ce soir, en l'honneur de Captain Brackmar, une fête est organisée dans ce bar de l'Est parisien. Le thème de la soirée, les super-héros. Captain Brackmar s'est fait connaître grâce à son clip parodique publié sur le net. Il va falloir beaucoup de sang-froid, je pense. Pourquoi ? Parce que ton idole est arrivée. Oh, t'as fait genre comme ça, stoïque, genre, oh non, je l'ai pas vu. Vous faites le refrain avec nous, tout le monde. Ouais, arrête de te la péter dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Na 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 na. Allez-y, à vous, hey. Arrête de te la péter dans MySpace. Ouais, je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses. Na 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 na. Encore, arrête de te la péter. En fait, c'est un concept, c'est un groupe de rap. De merde, c'est-à-dire que le rap c'est bien mais nous on fait n'importe quoi, voilà. Mais comme les gens ils aiment bien, on continue. Si les gens ils aimaient pas, ils disaient ouais vous êtes nuls à chier et tout, ouais, non, les gens ils font t'as vu, ils crient, ils font ouais c'est trop bien ce que vous faites, donc ouais voilà on continue. Parce que le plus important dans la création c'est le partage, c'est de pouvoir se dire bah mon morceau c'est pas juste moi et mes potes qui vont l'écouter, c'est moi et mes 108 millions de potes, c'est génial quoi, il y a tant de gens que ça qui peuvent écouter mon morceau et surtout ces gens là. On est tous variés, donc il y aura forcément un écho. Même la merde la plus innommable, il y aura peut-être quelqu'un qui dira « Putain, c'est la merde que je kiffe !» Et ben voilà. Et la jeune fille avec qui Brackmar plaisantait est elle aussi à sa façon une star du net. Sa méthode pour sortir de l'anonymat, c'est d'exhiber son corps. Elle appartient à une communauté sur Internet, les Suicide Girls, un site américain à l'origine. Le principe, des jeunes femmes du monde entier tatouées, percées, qui posent nues. Toutes véhiculent une image rip punk et rock'n'roll. J'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit d'extrêmement extraordinaire. Donc c'est comme si je me réveillais un matin et que j'ouvrais mes volets et qu'il y avait, je sais pas, 200 personnes en bas qui me disent oh, on adore ce que tu fais. C'est une espèce de reconnaissance et c'est waouh. Aujourd'hui, Ayane et sa copine Raya organisent dans leur appartement une séance de photos dénudées destinée au site de leur communauté. On s'amuse. C'est trop la fête. Et donc, tu peux les faire ici ? Ça va faire prétention, mais oui, j'aime parler de moi et voilà. C'est une manière de dire, voilà, je suis là, regardez-moi, regardez comme ma vie est intéressante, regardez comme je suis merveilleuse. Donc d'un côté, c'est vrai que ça fait du bien à l'ego, je pense que c'est aussi
pense que c'est ça que cherchent tous les gens qui peuvent faire des blogs, ce genre de choses. Je pense que pas mal de gens justement qui font ça ont une espèce de faille narcissique et ont besoin qu'on leur dise oui, tu es beau, tu sais bien ce que tu fais, c'est fantastique. Oui, on t'aime. Leur site attire plus de 500 000 visiteurs par semaine, dont 43% de filles. Pour les ados, elles incarnent la fille d'à côté, celle à qui on pourrait ressembler. Je pense qu'on représente pour les adolescents des sortes d'icônes parce que quand t'es adolescent, t'es un peu mal dans ta peau, tu te cherches un petit peu, t'aimerais avoir une vie un petit peu féerique et donc forcément quand tu vois des gens qui ont l'air d'en avoir une, ça te fascine. C'est comme quand t'as 14 ans et que t'achètes Star Club ou ce genre de choses et que tu mets des posters partout en disant « Oh, j'aimerais bien être un tel ». C'est forcément quelque chose de générationnel. Enfin, d'avoir cette espèce d'envie d'être célèbre, de mettre un peu sa vie en scène, c'est extrêmement générationnel. Il suffit de regarder ces dernières années ce genre de concept n'arrête pas de fleurir, que ce soit à la télé ou sur internet. Les nouvelles icônes de nos jours, c'est plus des icônes qui sont vraiment politiques ou spirituelles. C'est les gens qu'on voit à la télé, les gens qui gagnent, c'est eux qui gagnent le plus d'argent, qu'ils soient après chanteurs, footballeurs, mannequins ou quoi. C'est évident que ça fascine, ne serait-ce que pour l'argent que ça brasse. Le fameux quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol a vécu. Désormais avec Internet, la nouvelle génération n'est plus qu'à un clic de la célébrité. Laura, Clément, Sandra, Anaïs ou Charles, ils sont la génération Internet. Vas-y, je te bloque. Comme des millions d'adolescents connectés à travers le monde, ils inventent le futur. Et si ce n'était qu'un début, saviez-vous par exemple qu'ils peuvent déjà, grâce à des jeux, se créer une vie parallèle? Dans ces mondes, leur double virtuel continue à vivre même quand l'ordinateur est éteint. Sur le site Second Life, votre double peut gagner de l'argent, consommer et même avoir des relations sexuelles pour de vrai, enfin si l'on veut. Et si demain nos adolescents préféraient la vie virtuelle dans un pays peuplé d'avatars? Si vous pensez avoir des difficultés avec la drogue ou si vous pensez que vos enfants sont confrontés à ce problème, n'hésitez pas à composer le numéro vert 0800 23 13 13. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC. Bonsoir.